Les riches, on en entend parler à beaucoup de sauces, soit pour nous vanter leurs mérites et nous faire miroiter leur fortune, ou alors pour dénoncer publiquement leur comportement et leurs excès. C'est un peu les propos de la série et du film de cette vidéo. Gossip Girl, créé en 2002 par l'autrice Cecily von Ziegesar et adapté en série télé en 2007 par Josh Schwartz et Stephanie Savage, nous raconte la vie de 6 jeunes de l'élite de Manhattan et de leur famille, à travers leur lycée, leurs soirées et leurs mauvaises décisions, beaucoup de mauvaises décisions, notamment en matière sentimentale. Mais ce qui influence la vie de ce groupe de jeunes est aussi une blogueuse du nom de Gossip Girl qui adore dévoiler les secrets bien cachés de cette jeunesse dorée. Cette série nous montre une certaine vision des jeunes ultra riches, pas forcément positive ni négative, en tout cas ça dépend de l'œil avec lequel on la regarde. En tout cas elle ne vise pas à faire une critique des classes supérieures, mais elle décrit assez bien leur vie, sans doute dû au fait que l'autrice était elle-même une noble. Et de l'autre côté on a Parasite, un film sorti en 2019 et réalisé par Bong Joon-ho, qui lui porte clairement un regard négatif sur les riches, même s'il n'est pas forcément évident aux premiers abords. Quand les Kim, une famille pauvre de Séoul, ont l'opportunité de pouvoir se faire embaucher par les Park, une famille riche, et dans ce cadre mentent, trichent et piègent parfois aussi précaires qu'eux, on pourrait être tenté de penser que ce sont eux les antagonistes. Et pourtant les Park sont bien ceux qui sont en partie responsables de ce comportement, ainsi que de la pauvreté et du mal-être dont sont victimes les Kim, dans ce film qui, sur de nombreux aspects, traite de la lutte des classes et des inégalités sociales. Ce qui m'a donné envie de travailler sur cette vidéo, c'est une question que je me suis posée. On sait que 1% de la population possède plus que les 99% restantes. Mais qu'est-ce que ça indique en termes d'espace, de rapport au monde? On a ici 2 représentations des riches assez classiques dans la pop culture. Une qui s'en sert avant tout comme un cadre dans un récit, et l'autre qui en plus va vouloir dénoncer quelque chose. Néanmoins, ces 2 œuvres nous donnent à voir une vision du monde des riches. Et il est intéressant de se demander, notamment en croisant avec des textes venant des sciences humaines et sociales, ce que ces mondes qu'on nous montre dans Gossip Girl et Parasite nous disent des riches et de leur rapport au monde. En géographie critique, on a l'habitude de dire que l'espace est un produit. Il est conçu, construit et utilisé comme d'autres produits économiques dans des objectifs économiques. Et si les riches possèdent la majorité des richesses, ça doit aussi avoir un impact sur l'espace. Et c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo grâce à Gossip Girl et Parasite. That's not a secret I'll never tell. You know you love me. XOXO. Gossip Girl. Tout d'abord, si on parle des riches, il faudrait qu'on soit d'accord sur ce que l'on entend par là, parce que ça peut regrouper plein de réalités différentes. L'Observatoire des inégalités, par exemple, fixe le seuil de richesse à presque 4 000 € par mois, soit le double du revenu médian. Ça représente 7% de la population française. Ou encore le triple du patrimoine médian, soit 490 000 €, ce qui représente 16% de la population française. Ok, alors quand on a plus de salaire et de patrimoine que 80 ou 90% de la population, on est riche, c'est sûr. Mais ici dans cette vidéo, on va parler de ceux qu'on appelle aujourd'hui les ultra riches. Qu'est-ce qu'il faut pour arriver à un point où le terme riche est pas suffisant pour te définir ? Dans la vidéo de Arte, Les riches menacent-ils la démocratie ? Le sociologue Christian Nausser définit l'ultra-richesse comme le moment où la fortune est trop grande pour être dépensée à bon escient. C'est joliment dit, mais ce n'est pas forcément plus clair. Pour plus de détails, il faut aller voir un livre que je vais beaucoup utiliser dans cette vidéo, La sociologie de la bourgeoisie, par Monique Pinson-Charlot et Michel Pinson. Et ce qu'ils expliquent, c'est que c'est une grosse erreur de définir la richesse seulement d'un point de vue économique. La position sociale des riches dans la société est consolidée par le capital culturel, par exemple des vieilles demeures bourgeoises, des œuvres d'art, des biens culturels. C'est aussi la fréquentation de certains lieux, certaines écoles, l'apprentissage de codes sociaux particuliers. You'll always use your dessert fork for your entree. You'll always feel underdressed, no matter what you wear. And at dinner parties, it will be as if there's a language that sounds like English and you think you speak it, but they don't hear you. And you don't understand them. As time passes, you'll feel that people never see you when they look at you, but wonder merely whether you're Serena's
whim or her charity case. Par exemple, la roche offerte aux Kim dans Parasite est une forme de capital culturel sous forme matérielle, et le décalage de ce capital par rapport à la situation de vie des Kim est marqué par leur manque de capital économique. La dernière chose dont ont besoin les Kim dans leur vie actuellement, c'est de ce caillou. 참으로 시의적절하다. 그죠? 그 할아버님께 꼭 감사의 말씀을 전해드리고. 먹을 거 사오지. Mais pour quelqu'un qui possède ce capital économique, ça fait partie des choses nécessaires à avoir. La maison des parcs est remplie de ce type d'objets. Mais il y a aussi le capital social, c'est-à-dire l'ensemble des personnes que l'on connaît, et les riches, ils ont vraiment de très gros réseaux, et dans le monde entier, mais on y reviendra. Et ce réseau est composé de personnes qui sont également extrêmement riches, et qui ont aussi des postes de responsabilité, voire de pouvoir. Lors de la scène de la fête d'anniversaire dans Parasite, on voit également une partie du réseau des parcs et des différentes personnes que l'on peut y trouver. Et c'est plutôt du beau monde, ils n'invitent pas des personnes de la classe sociale des Kim. Bon, on est d'accord, pour être riche, il faut quand même avoir beaucoup de pognon. Mais passer à certains stades de richesse, pour appartenir au club très fermé de la bourgeoisie par exemple, on doit montrer qu'on est légitime en tant que personne, qu'on a les codes culturels, qu'on a les contacts, presque comme si on avait les qualités innées pour ça. Donc voilà, c'est de eux dont on va parler dans cette vidéo, ces riches qui n'ont pas qu'un capital économique important mais qui ont aussi le réseau de relations sociales et de capital culturel qui va avec. Et maintenant qu'on a défini qui c'étaient nos riches, on va pouvoir s'intéresser à leur vie, à leur monde. Is there really anything better than a lazy Sunday? Reading the paper in bed, sipping coffee, scrambling an egg or two? Yeah, right. We Upper East Siders don't do lazy. Breakfast is brunch, and it comes with champagne, a dress code, and 100 of our closest friends. And enemies. Dans Gossip Girl, ce qui saute aux yeux dès les premiers épisodes de la série, c'est aussi ce qui fait consensus dans les textes de sciences humaines et sociales, concernant cette classe bourgeoise, l'entre-soi. Il se présente de plusieurs manières, dans des événements festifs par exemple qui vont être présents tout au long de la série, où l'on va voir le réseautage traditionnel des bourgeois pour obtenir des contrats ou autres partenariats, ou juste pour échanger des banalités et consolider ou créer des amitiés dans le but de les faire fructifier plus tard. Ce conditionnement à la création et au maintien de réseaux de relations est aussi apprise dès le plus jeune âge, et ça c'est aussi bien visible dans Gossip Girl, que ce soit par l'organisation de soirées, par les parents pour confronter leurs enfants à leur réseau de relations. Why do you think I do all this, huh? This party is for you. Okay, so you can meet people, you know, become a part of something, make some kind of change. Really? I thought it was another excuse for an open bar and rehiring of the million new statues. Ou par les soirées organisées par les jeunes eux-mêmes afin de créer leur propre réseau. Dans Parasite, on voit aussi ça avec l'anniversaire du fils de la famille Park, qui est une occasion comme une autre de faire venir tout un tas de personnes importantes, comme évoqué dans la partie précédente. Globalement, l'éducation est un sujet d'une haute importance pour les riches. Pas question d'envoyer leur enfant dans n'importe quelle école, parce que les écoles, au-delà de l'éducation, c'est le premier réseau que va constituer leur enfant. Puis, au passage, si votre gosse devient ami avec le fils d'un politicien ou d'un chef d'entreprise, c'est tout bénef pour vous. We were celebrating. Eleanor Waldorf has agreed to let your father's firm take her company public. L'éducation des enfants est un enjeu central pour qu'ils apprennent les codes des ultra-riches et reproduisent leur position dominante. Dans ce cadre-là, les parents n'hésitent pas non plus à contrôler tout un tas de variables, les amis de l'enfant ou les activités extrascolaires par exemple. There's plenty of upside to being the spawn of the fabulously wealthy. But the downside? Super successful parents expect nothing less from their offspring. And when it comes to college, that means the Ivies. Cet entre-soi n'est pas juste une question d'école ou de soirée, il se traduit dans tous les aspects de la vie quotidienne. Ainsi, les quartiers où l'on trouve les ultra-riches leur sont exclusivement réservés. Ils ont été construits exclusivement pour eux, même s'ils sont parfois anciens aujourd'hui. Bien sûr, les riches vont aussi s'installer loin des caractéristiques indésirables de certains lieux, et loin des populations qui peuvent être aussi considérées comme indésirables. En fait, ces quartiers forment une sorte d'agrégat de richesse et d'intérêt. Les riches qui y résident ont tout intérêt à maintenir le style de vie dominant qui y a lieu.
Et puis on retrouve dans ces quartiers tout un tas d'activités qui servent aux riches à maintenir, comme on l'a dit, leurs capitaux, qu'ils soient sociaux, culturels ou économiques. Par exemple, on trouve dans ces quartiers des commerces de luxe, ou les cercles, qui sont des grands clubs très sélects, qui sont autant des lieux pour faire du réseau ou pour se montrer, car les apparences sont très importantes pour les riches. C'est d'ailleurs un des propos principaux du film Parasite, tout est une question d'apparence qui masque beaucoup de réalité. Bref, il y a plein d'autres types d'activités qui constituent autant d'espaces de vie sociale. L'hippodrome, par exemple, possède des places spéciales pour les propriétaires de chevaux. Au-delà de profiter de la course, c'est pas mal pour parler affaires entre riches. Pareil pour certains clubs sportifs où l'on ne peut entrer que sous certaines conditions, notamment avec le bon réseau. Et Paris n'est évidemment pas en reste là encore avec cet espace totalement fermé. Une véritable forteresse où les riches se barricadent à l'intérieur, ça s'appelle la Villa Montmorency. La sociologue Monique Pinson étudie les riches depuis plus de 20 ans, mais même elle ne peut pas rentrer ici comme elle veut. Mais si les bourgeois façonnent leur vie à une échelle très locale, ils sont aussi très mobiles et possèdent souvent de nombreuses résidences qui sont d'autres moyens de montrer sa richesse et importent dans ces lieux de vacances leur style de vie. With Charles, no. Sadly, I'm stuck here on business while he suns himself at my hotel in Monaco. I have my staff keeping an eye on him and I'll join him for New York. De manière plus générale, le réseau des riches est international, avec des contacts dans de nombreux pays, souvent à des postes privilégiés. Well, you'll be happy to know he asked me to go to a dinner for the French ambassador tomorrow night. Cela commence aussi dès l'enfance, en effectuant des séjours d'études ou des années de lycée ou d'enseignement supérieur à l'étranger. Les carnets d'adresses des riches font de nombreuses pages et comprennent tout autant de nationalités, et les événements internationaux leur permettant de se rencontrer pour créer du réseau sont tout autant importants que ceux organisés dans les clubs de leur quartier. Bon, jusque-là vous allez me dire, ok, les riches ils restent dans leur entre-soi avec leur argent et ils en ont rien à faire de nous. Mais c'est pas tout à fait vrai. Au contraire, les riches ne nous ignorent pas, ils sont pleinement conscients de notre existence. Alors allons un peu plus en détail dans le monde des riches. The Upper East Side was like something from Fitzgerald or Thackeray. Teenagers acting like adults. Adults acting like teenagers, guarding secrets, spreading gossip, all with the trappings of truly opulent wealth. And membership in this community was so elite, you couldn't even buy your way in. It was a birthright I didn't have, and my greatest achievements would never earn me. Le monde des riches est donc essentiellement constitué d'entre-soi, un entre-soi nécessaire pour maintenir la classe dominante dans une position dominante car elle favorise la reproduction sociale des jeunes et l'enrichissement en capital économique, social ou culturel. Et ce qui donne aussi de la force au monde des ultra-riches, c'est qu'il n'est pas loin des lieux d'affaires et des lieux du pouvoir. Et forcément, si on crée un monde où les institutions économiques sont proches des institutions politiques et aussi des lieux de rencontre de la bourgeoisie, à un moment on va avoir des personnes qui fréquentent les trois en même temps, ou qui par divers partenariats ou mariages plus ou moins arrangés vont être très proches. Donc on se retrouve avec des riches qui, après avoir passé quelques temps dans une entreprise, se retrouvent députés ou au gouvernement. Des hauts fonctionnaires qui ont toute une partie de leur famille bourgeoise, ou plein d'autres croisements qui nous font prendre conscience que le monde des riches, c'est autant des positions sociales stratégiques que juste un mode de vie fait de soirées arrosées et de cigares au Jockey Club du coin. We celebrate our family's past this weekend. We also look to its future. Our grandson, Nathaniel, is graduating from St. Jude's this year. And, I'm proud to announce, has been offered an internship in the mayor's office. Et comme ça, pour citer Monique Pinson-Charlot, les intérêts de la bourgeoisie sont défendus en tout lieu et en toute occasion. Et bien sûr, ça, on ne veut pas forcément le montrer, parce que jusque-là, si on a dit que le mode de vie des riches était constitué d'un fort entre-soi, notamment pour montrer son capital, eh bien, le secret est tout aussi important. Quand je parle de secret, ça peut être entre eux, bien entendu, dans des objectifs de compétition entre riches, mais c'est surtout vis-à-vis de nous. L'entre-soi de la bourgeoisie, que ce soit se cacher derrière des portails, des belles maisons ou dans des clubs très sélects tellement privés que même en étant millionnaire vous ne pourriez pas y rentrer, vise à cacher cette vie, ces réseaux et les implications de leur existence. Bah oui, vous aussi vous ne voudriez pas forcément que l'on sache que vous avez dîné avec telle ou telle personnalité politique avant qu'elle ne tente de faire voter telle loi qui vous arrange par exemple.
Bref, l'entre-soi, c'est aussi pour rester caché, pour vivre sa vie de la manière la plus bénéfique possible pour soi et sa famille, sans se soucier des répercussions qu'il pourrait y avoir si c'était connu. Cela se traduit aussi dans le discours des riches vis-à-vis des pauvres. Les questions de sécurité, de propreté sont régulièrement invoquées pour justifier la ségrégation spatiale, c'est-à-dire la séparation avec les pauvres. 어디서 그 냄새가 나는데? 뭔 냄새? 김 기사님 숨에. 김 기사? 은은하게 차 안에 퍼지는 냄새인데 그 뭐라 그래야 되냐 그거. 노인 냄새. 아니야 그런 거 아니야. 그 뭐야 그거. 그 오래된 무말랭이 냄새? De plus, cette situation de supériorité des riches est justifiée par des discours autour du travail et du mérite, bref, tout un tas de raisons de maintenir l'entre-soi. C'est dans ce sens-là que je disais que les riches ne nous ignorent pas. Au contraire, ils sont pleinement conscients de ce que leur mode de vie implique, et ils ont tout un tas de stratégies spatiales pour transformer leurs espaces et les adapter à leurs besoins. Mais quand on s'approprie un espace pour cet entre-soi, ça veut dire qu'on exclut les autres populations. What the hell are you doing? You have to ask. I'm here because of you. Thank you for introducing me to this unique business opportunity. No, you are not buying this place to turn it into another yuppie fusion bar. For your information, since I bought Victrola, Bass Industries has expanded into vintage entertainment. We're willing to work with you. Thanks, but we're already petitioning for landmark status. Why don't you have a bake sale while you're at it? In the real world, we are your only home. Dans l'objectif de créer leur monde d'entre-soi, les riches vont s'approprier le monde, notre monde, de plein de manières différentes. Et ils ont plein de leviers pour le faire vu qu'ils ont le pognon, les contacts et la légitimité culturelle. Cela passe déjà par de l'appropriation matérielle. On a parlé des quartiers riches qui vont se présenter comme des zones isolées par des portails par exemple, ou par la propriété. Les bourgeois sont propriétaires des bâtiments, ils choisissent qui peut y vivre, et ce n'est pas monsieur tout le monde, même si leur résidence est vacante la majorité de l'année, elle se trouve dans des quartiers réservés aux bourgeois comme on l'a dit. Pour aller plus loin, la propriété c'est en grande partie ce qui permet le pouvoir des riches. Ils possèdent certes des logements, mais aussi des entreprises ou des parts d'entreprises et des terres, qui leur permettent, au-delà de contrôler jusqu'à un certain degré l'espace et la vie sociale, de renforcer leur capital économique et d'être toujours plus riches. Le fait de n'avoir que des commerces de luxe ou des activités réservées aux riches, ça joue aussi. Si toute la vie autour de chez vous est adaptée aux riches, ça ne va pas favoriser l'implantation de personnes qui ne sont pas de ce cadre social. Donc l'appropriation de l'espace passe par une dimension matérielle, en aménageant le cadre de vie, pour les besoins très spécifiques d'une classe sociale et pas des autres. Mais comme on l'a dit, le mode de vie des riches est international, et donc favoriser l'entre-soi, ça passe par l'appropriation d'une multitude de lieux. Les chercheurs disent que les riches possèdent toujours de nombreuses résidences parce que c'est aussi comme ça qu'ils montrent leur richesse. Mais cela implique que leurs multiples résidences sont aussi avec d'autres résidences de riches, et ces personnes ont besoin aussi de services de luxe. Et donc on se retrouve avec plein de poches d'entre-soi de riches, excluant de facto les autres classes sociales. Un exemple intéressant dans la littérature en sciences humaines et sociales d'appropriation d'un espace à l'origine publique pour des activités de riches, c'est la plage. Parce que c'est un exemple d'appropriation via des moyens matériels. La plage, une fois privatisée, peut être payante et même très chère. On peut y installer des établissements très sélects, limiter l'accès aux transports en commun ou ne permettre l'accès qu'en yacht. Et s'il n'est pas possible de la privatiser totalement, alors on met des brisus pour se cacher des non-riches. Une ambiance qui, avec l'arrivée des palaces, est en train de changer. Ces lieux d'exception adaptent leurs codes à leur clientèle. Comme l'expliquent Isabelle Bruno et Grégory Salle dans leur article « Conflits d'usage et lutte d'appropriation sur la plage de Pampelonne », les exploitants de plage font valoir l'esprit, voire l'âme d'un site dont la valeur dépend à leurs yeux des prestations haut de gamme qu'ils délivrent. C'est la présence de leur établissement dont certains ont acquis une notoriété internationale qui aurait produit l'identité mythique de Pampelonne. L'appel à la patrimonialisation légitime ainsi une certaine conception de la plage, à la fois artificialisée sous ses allures naturelles et socialement marquée, et par là même fait oublier ses usages antérieurs tout en disqualifiant d'autres rapports au rivage ou pratiques de loisirs possibles. Je comprends l'environnement, les gens qui veulent plus de plages publiques, mais il y en a déjà beaucoup ailleurs. Et là on parle de plage parce que l'article que j'utilise pour écrire cette partie parle de plage, mais on peut l'adapter à plein d'autres pratiques.
you doing? I mean, you have to ask. I'm here because of you. Thank you for introducing me to this unique business opportunity. No, you are not buying this place to turn it into another yuppie fusion bar. For your information. Cette appropriation va aussi avoir un effet symbolique. On n'a pas forcément envie d'aller sur une plage avec des gens ultra riches quand on a un salaire moyen. Les codes sociaux et les pratiques ne seront pas les mêmes, on ne va pas se sentir à l'aise et les riches de toute façon vont faire en sorte qu'on ne se sente pas à l'aise. Et si l'appropriation matérielle de l'espace est importante, l'appropriation symbolique n'est pas non plus à négliger. Bourdieu parlait notamment de pouvoir symbolique. C'est proche de la notion de soft power qui est plus connue. Ainsi, les riches exercent un pouvoir symbolique qui influence nos représentations et nos comportements vis-à-vis d'eux, et souvent contre notre propre intérêt, sans que nous nous en rendions compte. Gossip Girl est intéressante à ce propos, car au-delà de nous présenter différents exemples de pouvoir symbolique dans la série en elle-même est un exemple de pouvoir symbolique, en nous présentant les riches comme l'élite, avec une vie de rêve et très éloignée de notre quotidien, renforçant leur légitimité. Et l'appropriation du monde par les riches, c'est aussi ça, c'est aussi grâce au pouvoir symbolique. C'est une autre caractéristique des riches, parce qu'ils s'approprient le monde, ils en excluent les autres, et leurs pratiques adaptées à leur monde mais qui semblent démesurées pour nous, ne peuvent avoir lieu que parce qu'ils sont peu nombreux à les réaliser. Il est important de préciser que si les riches sont caractérisés entre autres par une multitude de propriétés à l'international, cela s'accompagne aussi d'une forte mobilité. Par jet, yacht ou hélicoptère, ce qui caractérise la mobilité des riches, c'est qu'ils ont en permanence le choix de se déplacer ou non. Le super yacht est le moyen de mobilité par excellence, car il permet de montrer sa fortune, mais aussi de se cacher et d'inviter des amis. Même dans leur mobilité, les riches maintiennent cet entre-soi qui font leur monde. Et les super yachts ou autres moyens de mobilité des riches sont souvent pointés du doigt pour la pollution qu'ils émettent. Le yacht de Bernard Arnault, par exemple, pollue plus que 2500 voitures en une année. Et là, vous allez sans doute me dire, oui, mais les riches, ils en ont rien à faire de l'écologie de toute façon. Et vous auriez tort de dire ça, ce qui ressort de l'entre-soi des riches, c'est une très forte conscience de classe. Les riches font tout dans leur intérêt. Et comme on l'a dit, les riches possèdent des propriétés. Ils ont tout un tas de lieux dont dépendent des activités, des entreprises, qui leur coûtent ou qui leur rapportent beaucoup d'argent. Et vous pensez que ça ne les inquiète pas de savoir comment la crise climatique va impacter tout ça ? Et donc, les riches mettent en place des choses pour essayer de lutter contre le changement climatique, eux aussi, mais dans leur intérêt de classe et de croissance économique. En influençant la finance mondiale par exemple, c'est ce qui a conduit à la création des marchés du carbone, mécanisme par lequel une entreprise ou un individu contrebalance ses propres émissions de CO2 en finançant des projets de réduction d'émissions ou de séquestration de carbone. Et donc les riches commencent à s'approprier des forêts pour compenser leurs émissions, à planter des arbres ou à patrimonialiser et donc à protéger des espaces naturels, même si ça veut dire exclure toute activité et toute personne de ces lieux. Et grâce à ce marché du carbone, ils s'enrichissent d'autant plus. Traditional aristocratic landowners like the Duke of Buccleuch still own large swathes of the country. But in recent decades, prospective owners from abroad have been purchasing slices of land across Scotland. Take the Danish billionaire Anders Paulsen, for example. In 2018, the ASOS majority shareholder became Scotland's largest private landowner after snapping up a whopping 220,000 acres. That's roughly twice the size of Barbados. His wealth has allowed him to purchase 12 Highland estates as part of his conservation project called Wildland. Overseas ownership is not illegal, provided the entity that owns the land is able to trade. That's absolutely fine. Is it a problem? A lot of people would say no. Inward investment is a good thing, but in terms of local accountability, in terms of owners perhaps having a different set of interests and perceptions to the local community, then perhaps it is seen as a problem in that regard. Et si jamais ils n'ont pas besoin de s'enrichir grâce à ce marché du carbone, ils peuvent simplement payer et continuer à mener leur train de vie polluant, comme Bernard Arnault avec son yacht. Globalement, les riches n'auront pas de difficulté à adapter leur mode de vie au changement climatique. Le terme inégalité environnementale en sciences humaines et sociales traduit le fait que les populations pauvres sont plus sensibles au changement climatique et aux risques naturels que les populations riches, ce qui a été extraordinairement bien illustré par le film Parasite. 이게 뭐야?
그냥 있어요. 여기 동물이야, 동물. 창문이 열려 있었나? 이거 좀 도와줘. 야, 내가 그래. 기우야. 야, 기우야. 창문 닫아, 창문. C'est peut-être ça qu'il faut retenir. Le changement climatique montre comment les riches adaptent leur monde même dans la crise pour maintenir leur situation de domination et d'entre-soi. Comment ils s'approprient des terres pour construire des bunkers ou compenser leur énorme émission, modifient la finance mondiale, influencent les politiques publiques, comment ils transforment le capitalisme fossile en capitalisme vert, changer de jeu mais sans changer les règles. Et là, on parle d'écologie, mais c'est le principe de la philanthropie de manière générale. Les riches peuvent, avec leur argent, agir sur tout un tas d'aspects du monde que eux considèrent comme importants, pour maintenir notamment leur domination. Saving a teardown. Charity is for diseases and endangered species. Real estate is not on the list, at least not in New York. Pour résumer, le monde des riches est caractérisé par un entre-soi, fait d'argent et de relations sociales, mais aussi de codes culturels. Cet entre-soi permet de s'entourer des bonnes personnes pour maintenir la domination des riches. Et pour favoriser cet entre-soi, les riches s'approprient l'espace, pour répondre à leurs besoins et leurs envies, ce qui implique aussi d'exclure les autres populations, car pour qu'il y ait des dominants, il doit y avoir des dominés. Dans Gossip Girl, on voit les dominants dans ce pur entre-soi, qui est présenté comme du mérite, presque comme naturel. Dans Parasite, on voit davantage les enjeux de classe et comment la fortune des uns est permise par l'exploitation des autres, et la mise en place d'espaces dominants sur des espaces dominés. Le ton de la vidéo peut paraître critique et engagé par rapport à ma première sur One Piece et le Seigneur des Anneaux, mais il faut bien comprendre que le but reste le même, essayer de comprendre le monde grâce à la pop culture et aux sciences humaines et sociales. Mais pour moi, on a deux façons de voir les riches par rapport à ce qui est documenté sur leurs pratiques et que j'ai essayé de retranscrire dans cette vidéo. Soit on peut les ignorer, ou trouver ça normal, ou rêver de leur train de vie fastueux, comme dans Gossip Girl. Ou alors on peut choisir de voir les rapports de domination, et ce qu'ils impliquent en termes d'exploitation, d'oppression et d'exclusion, comme dans Parasite. En attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, laissez un j'aime, un commentaire, et abonnez-vous pour soutenir la chaîne et ne pas louper les prochaines vidéos de Pop Géographie.